Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'Antidote. Les moustiques sont les animaux les plus dangereux au monde et ils tuent environ 725 000 personnes par année. Ils transmettent la malaria en Afrique, en Asie, en Amérique, mais aussi le Zika, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya ou le virus du Nil occidental. Le moustique tigre est présent au Tessin. Il a la capacité de transmettre plusieurs maladies qui ne sont pas encore présentes ici. Mais la Suisse prend tout de même des dispositions sérieuses. Asie, Amérique, Afrique, Europe, ils sont partout ou presque. Ils aiment l'humidité, la chaleur, le sang des humains. Les moustiques ont colonisé la planète et ils peuvent transmettre des maladies graves. Pas partout, la Suisse est pour l'instant épargnée. Engagés en Afrique, au Gabon, à Madagascar, à La Réunion, aux Seychelles aussi, pendant plus de 50 ans, Jean-Louis Rey et Raymond Gabalio ont effectué différentes missions pour les pères spiritains. Tu as tous les fruits d'Europe et des pommes, des poires, des abricots, des pêches. Les missionnaires sont typiquement une population exposée aux moustiques et aux maladies. Ils ont eu plusieurs fois la malaria. La coopération technique suisse a lancé une cave coopérative à Madagascar. On était vraiment dans la région tout à fait en forêt. Moi j'étais là derrière, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans, 23 ans. La maladie, on n'a pas tellement de contact, ça nous arrive dessus sans vouloir. Hein. Au premier séjour au Gabon, j'ai fait certainement 3 ou 4 grosses crises de palu la première année. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est, de la fièvre, on transpire et on a froid. Les premières crises de palu, ça me durait 3 ou 4 jours. Et à la fin, pratiquement, tu arrives à soigner ça en une nuit et une journée. Il ne faut pas être missionnaire si on ne veut prendre aucun risque. Il ne faut pas aller là-bas, bien sûr, c'est clair. On sait qu'on prend des risques, mais on sait pour qui on le fait. C'est pas pour nous. Je suis arrivé là-bas en 1954, tout à fait dans la brousse, à 900 km de Libreville. Au fil des contacts avec la maladie, Raymond Gabalio a développé une forme d'immunité. Mais il est très touché par les enfants qu'il voit mourir autour de lui et sa mission consiste aussi à éduquer la population face aux risques en lien avec les moustiques. Maintenant, les gens prennent souvent de l'aspirine simplement pour faire baisser la fièvre. Mais ça n'arrête pas la maladie. Il y a tout un effort à faire en paroisse et dans les collectivités, justement pour expliquer d'où vient le palu, d'où vient la maladie, pour que les gens ne se disent pas, premier réflexe de se dire si je suis tombé malade, c'est que quelqu'un m'en veut. Donc ils comprennent que la maladie vient, comment elle vient, comment ils l'attrapent et comment ils peuvent l'éviter. Et c'est sûr que la première manière d'éviter le palu, c'est quand même ces moustiquaires. Moustiquaires à placer dans les lits et maintenant ils en sont venus à des moustiquaires imprégnés qui repoussent les moustiques. La Suisse est bien loin de ces réalités. Pourtant, le paludisme existait dans la plaine du Rhône au XIXe siècle. Les moustiques adorent les zones marécageuses, l'eau stagnante. C'est seulement avec l'assèchement de la plaine et la régulation du Rhône que la maladie a pu être éradiquée. Le parasite de la malaria, c'est un parasite en fait assez répandu. Il y a 4 espèces qui sont spécifiques à l'homme. La malaria, elle a une particularité, c'est que c'est une maladie contre laquelle on peut développer une immunité si on est exposé de façon répétitive, ce qui fait les personnes qui vivent dans les régions endémiques. Donc pour finir, ne sont plus tellement inquiétés, si ce n'est que tout départ, donc la malaria dans ces régions est dangereuse pour les enfants en bas âge et puis aussi pour les femmes enceintes en l'occurrence.
Par contre, les adultes qui ont déjà fait 2-3 coups de paludisme ou de malaria, ils font de la fièvre, ils considèrent ça comme une grippe et puis ils ne s'en inquiètent pas tellement. Tandis que pour les voyageurs européens qui n'ont pas d'immunité, eh bien, la première infection est la plus dangereuse et donc ce qui a contribué à la mortalité des voyageurs au XIXe siècle. N'oublions pas que des voyageurs européens, disons jusqu'au XIXe siècle, à peu près la moitié ne revenaient pas vivants parce qu'ils succombaient à des infections, dont surtout la malaria et la fièvre typhoïde à l'époque. Donc c'est des infections qui étaient dangereuses, mais ils sont aujourd'hui toujours dangereux. Donc c'est un danger pour le voyageur, mais c'est aussi un danger que l'on constate chez les migrants, donc les Africains qui vivent chez nous, pensent être humains et puis ils vont retourner visiter leur famille après des années de séjour en Suisse et en fait ils ont perdu cette immunité. La malaria, aussi appelée paludisme, est provoquée par un parasite, Plasmodium, que le moustique de type anophèle va métaboliser et transmettre à l'hôte par la salive, dans le sang lors de la piqûre. Le système immunitaire des enfants ne la connaît pas et donc ça devient une infection très envahissante. Ça commence par une fièvre, mais pour finir, ça devient ce que nous on appelle une sorte de septicémie, ça veut dire le système immunitaire s'active pour se battre, ce qui peut avoir des effets délétères sur la personne même, et donc il meurt en général de problèmes cérébraux, parce que ça peut atteindre le cerveau, ou de problèmes d'atteinte d'organes pulmonaires et du rein, pour finir cardiaque. Donc ça peut donner lieu à une infection disséminée qui atteint plusieurs organes et pour finir, l'ensemble de ces fonctions diminuées fait que la personne meurt. Environ 400 personnes déclarent une infection au paludisme lors de leur retour en Suisse. Rares sont les décès sous nos contrées et ils sont souvent liés à une négligence de la personne qui ne va pas consulter en pensant avoir une grippe. Pendant de nombreuses années, la malaria a fait l'objet de recherches pour trouver un médicament efficace. La quinine, dérivée de l'écorce de quinquina, a longtemps été le seul médicament efficace. Mais depuis peu, une plante venant de Chine a montré de meilleurs résultats, propulsant un institut de recherche valaisan sur le devant de la scène dans la lutte contre la malaria. Mon prédécesseur a eu l'opportunité de travailler avec une plante qui s'appelle Artemisia annua, plante qui est originaire d'Asie. Ses premiers travaux d'observation de la biologie de la plante, premiers travaux de sélection ont permis d'obtenir des plantes avec des teneurs en ce principe actif qui est intéressant pour lutter contre la malaria, donc l'artémisinine. Des plantes avec des teneurs très intéressantes. Et puis ce travail a continué à un rythme continu pendant plusieurs années avec un intérêt international très, très faible. Et puis dans les années 2003-2004, il y a eu un énorme engouement pour cette molécule, l'artémisinine, donc poussée par l'OMS avec des partenariats avec certaines industries pharmaceutiques comme Novartis, qui ont mis en avant cette molécule. Et puis il y a eu un fort appel au niveau international, donc plusieurs pour avoir des tonnes de cette molécule, pour produire des médicaments efficaces, curatifs pour lutter contre la malaria. L'artémisinine a comme avantage de lutter contre les souches résistantes à la quinine et avec peu d'effets secondaires par rapport aux anciennes molécules. L'expérience acquise avec les années dans l'étude de l'Artemisia annua a permis au laboratoire Mediplante de jouer un rôle agronomique important. L'artémisinine a été découverte en 1972 et toute la presse en a parlé. Puis nous, on était évidemment très fiers comme phytochimistes. En l'an 2015, la pharmacienne qui a découvert cette molécule, artémisine, qui a fait sa structure assez compliquée avec un groupe peroxyde, eh bien, elle a reçu le prix Nobel de médecine. D'autres prix Nobel ont été accordés à des chercheurs qui ont lutté contre la malaria. En 1880, le parasite protozoaire a été découvert par Charles-Louis-Alphonse Laveran. En 1897, le médecin britannique Ronald Ross a découvert que la maladie était transmise par les moustiques. Puis, Tiyuyu a découvert l'artémisinine en 1972, avec cette particularité que le prix Nobel était pour la première fois décerné à une phytochimiste. Une profession propre à Kurt Stettmann. La phytochimie a l'avantage aussi de reconnaître les plantes qui peuvent repousser les moustiques, donc prévenir les piqûres. Ça sent très très fort. Ça, c'est la citronnelle, qui est la plante la plus répulsive
pour les moustiques. En Afrique, par exemple, où elle pousse très très bien, elle a été importée en Afrique, les gens plantent la plante devant leur maison, autour des maisons, pour éviter que les moustiques arrivent. Et on utilise surtout les feuilles pour préparer de l'huile essentielle. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses, des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les répulsifs ont une efficacité certaine. Une application protège pendant environ 3 heures. Il y a d'autres produits efficaces. On parle de la citronnelle qui a une efficacité, mais qui dure relativement peu de temps. Les produits qui n'ont pas d'effet sont les appareils à ultrasons et puis les bracelets magnétiques, des choses comme ça. Il n'y a jamais d'efficacité documentée. Ça veut dire qu'on a essayé et puis il n'y a pas d'efficacité. Ça ne protège pas contre les piqûres de moustiques. Nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait beaucoup de produits anti-moustiques le soir, parce que ici, on a l'habitude que les moustiques piquent le soir, donc le soir, on se protégeait beaucoup. Puis la journée, on ne se protégeait pas parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait un risque, et puis on aurait dû. Pierrot Vianet avait prévu se protéger contre les moustiques lors de son voyage au Cambodge en 2012. Mais il est arrivé en plein durant une grande épidémie de fièvre dingue et son fils Robin s'est certainement fait piquer la journée même où il a posé le pied au sol. Il a attrapé une fièvre dingue transmise par un moustique qui pique de jour, le moustique tigre. Ils passaient dans les rues avec des haut-parleurs pour dire attention aux moustiques dingues, mais seulement en khmer, on ne comprenait pas tellement, on entendait parler, gueuler dans leurs haut-parleurs, ils avertissaient tout le monde, parce qu'ils ont fermé les écoles, il y a vraiment eu l'année-là une énorme épidémie, tout le monde était malade. Il y a 4 ou 5 sortes de dingues, et puis celle que mon fils a eue, on n'a pas su tout de suite, la situation ne s'améliorait pas. Il était sous perf, la fièvre était très haute, il n'avait pas faim, il ne voulait rien manger. Là, on a quand même décidé d'aller à l'hôpital. Et puis là, ils nous ont dit, oui, il faut faire très attention parce qu'il a une fièvre dingue hémorragique, ça veut dire qu'il n'a plus de globules et puis il faut éviter tous les chocs. Donc, la seule chose qu'il fallait faire, c'était qu'il reste tranquille. Il ne pouvait pas aller jouer, pas sauter d'un mur, parce qu'il y avait trop de risques d'hémorragie, c'est tout. Mais en étant calme, il ne devrait pas y avoir trop de risques. Sa conjointe et ses 2 filles continuent le voyage pendant que Robin et Pierrot restent à l'hôtel pour laisser passer les 7 jours de fièvre. J'étais à l'hôtel avec papa, les autres ils étaient déjà partis. Puis j'ai commencé à vomir en pleine nuit du sang, puis à me sentir mal. Puis on a dû appeler un tuk-tuk parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. Alors on est parti en tuk-tuk, puis je vomissais dans un sac plastique dans le tuk-tuk pendant... je sais pas, moi j'ai l'impression que ça a duré 40 minutes de l'hôtel à l'hôpital, à se balader dans des ruelles en tuk-tuk avec le gars à vélo devant, on savait pas où on allait. En pleine nuit, c'était assez spécial. Après cet épisode de fièvres intenses, Robin va mieux. Mais Chloé, la grande fille de Pierrot, est à son tour infectée par un moustique. Puis 2 jours avant de rentrer, c'est au tour du père d'attraper la dengue. Le voyage se passe donc d'hôpitaux en hôpitaux, mais au final, toute la famille va bien et rentre en Suisse après un séjour riche en émotions. On était à la plage, on n'avait rien de prévu quand t'es tombé malade. Moi, je suis tombé en plein milieu des temples. J'étais pas content de ne pas pouvoir aller visiter les temples. Tout le monde était paniqué ici. Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils n'avaient pas beaucoup de moyens de communiquer avec nous. Ouais. Peut-être qu'ils ont moins aimé le voyage que nous. La dengue fait partie des maladies qu'il faut déclarer auprès de l'Office fédéral de santé publique. Environ 200 cas de dengue sont recensés chaque année par des voyageurs, une centaine de cas de chikungunya, très peu de Zika. Les autres maladies, dengue, Zika, chikungunya, se ressemblent un tout petit peu. Premièrement, c'est tous des virus et deuxièmement, ils sont tous transmis par les mêmes moustiques. La dengue est l'exemple le plus frappant parce que la maladie est en général quand même assez sévère. Il y a des phénomènes d'hémorragie qui peuvent s'associer et c'est ces phénomènes d'hémorragie qui peuvent donner lieu à une mortalité qui cependant reste très faible. Donc en général, une dengue en survit. Alors les autres, chikungunya, c'est des maladies qui sont marquées surtout par des douleurs articulaires intenses, ce que apparemment dit son nom. Alors la maladie qui casse les os, ceux qui en ont fait peuvent en témoigner, c'est très douloureux.
mais une maladie qui guérit, qui peut laisser des séquelles sous forme de douleurs articulaires pendant des années, mais qui n'est pas vraiment une menace vitale. Pour le Zika, la particularité est la possibilité de transmission de la mère à l'enfant, donc la femme enceinte à son enfant, avec, si ça survient tout dans la grossesse, des malformations cérébrales très importantes. Le moustique responsable de la transmission du virus de la dengue, chikungunya ou du Zika est le moustique tigre. Alors qu'il n'était pas encore présent sur le territoire suisse, mais de par la menace venant de l'Italie, le Tessin a instauré une surveillance depuis l'an 2000. Le moustique tigre est arrivé en 2003 sur des aires d'autoroute dans les stations-service transportées par les voyageurs routiers. Et sa régulation est prise très au sérieux. Il est arrivé ici, s'est établi, s'est évolué, s'est très bien adapté aux endroits et il continue à coloniser de nouveaux terrains, même au nord. Le moustique tigre pond des œufs près de la surface de l'eau, pas sur la surface de l'eau. Et quand le niveau de l'eau augmente, il couvre les œufs. Et puis il y a une éclosion. Alors il y a 4 stades larvaires, puis une pupe, et puis on a de nouveau le moustique. Et pendant l'été, ce cycle, ça dure 1 semaine. Alors on a une femelle qui pond les œufs, et dans 1 semaine, on a au moins 30 femelles qui vont pondre dans 1 semaine. Et voilà. Alors le cycle est exponentiel. On a calculé que du moustique, une femelle, si on laisse tout aller, si rien ne se passe, on a 70 millions des bébés, et des grands bébés qui sortent de cette femelle-là. Alors c'est pour ça que la prévention focalisée sur l'eau est très importante pour nous. Les biologistes du canton, avec l'aide des municipalités et de la protection civile, luttent donc pour sensibiliser la population à éviter l'accumulation d'eau stagnante dans les jardins privés, dans les pots de fleurs ou des pneus usagés par exemple, aussi à traiter leurs égouts. On a plus de 150 000 égouts qui sont traités chaque mois. Et puis, on a fait une formation à la population. On continue à parler avec les citoyens en disant qu'eux, ils doivent gérer les propriétés privées, leurs jardins comme ça. Et si on arrive à les gérer du printemps, après, on n'a pas vraiment de moustiques. Si on ne les gère pas, après, en août, c'est l'erreur. On n'arrive plus à rentrer dans le jardin. Ça doit rentrer dans la mentalité que si on tient de l'eau stagnante plus d'1 semaine, on a le moustique tigre. C'est un peu une question de mentalité qui doit changer. È prevista quella dei pompieri comunque. 10 già fatta? Ah, l'ha già fatta. Ieri è previsto oggi. Le groupe de travail cantonal de lutte contre les moustiques tigres via l'école professionnelle SUSPI a aussi mis sur pied une surveillance pour évaluer son évolution sur le terrain. Plus de 1000 pièges de ce type ont été placés pour évaluer la dispersion et la densité de la population qui, depuis son arrivée en 2003, a pu être contenue grâce à ces actions concrètes. Il enlève la piège, il vide l'eau et puis il y a une étiquette à mettre là-dessous. Il envole ça dans un plastique et nous apporte ça au labo chaque 2 semaines. Et puis nous, on contrôle sous la loupe s'il y a les œufs de moustique tigre ou pas. Des études, des modèles de projection climatique, surtout la Suisse, et on a vu que de Genève jusqu'à Bâle est très favorable pour l'établissement du moustique tigre. C'est une question de climat et des pressions. Alors la pression plus forte, c'était le moustique qui venait de l'Italie, parce que l'Italie, il y en avait beaucoup plus. Alors le Tessin était sous une pression d'arrivée très forte. Les autres régions de la Suisse ne sont pas autant sous cette pression, mais avec les années, ça va arriver aussi dans les autres régions. Vu qu'il se passe en France, où on a pu constater des cas autochtones, ça veut dire transmission d'infections dans le pays même, donc pas importées par des voyageurs, au midi de la France, il y a un programme de surveillance des moustiques qui remonte gentiment le long du Rhône et qui arrive pas loin des portes de Genève. Il nous paraît assez vraisemblable que ces moustiques vont continuer à monter. L'habitat ici leur est favorable, donc on risque d'avoir un jour ces moustiques de nouveau dans nos territoires. Le Tessin
est déjà concerné parce que ces moustiques existent en Italie, pas loin, et il y a un programme de surveillance. Et nous sommes ici en Suisse romande aussi en train de réfléchir comment on va instaurer un programme de surveillance pour reconnaître la présence de ces moustiques dans nos territoires. Un foyer autochtone de fièvre dingue en France aux portes de la Suisse. Même si le moustique tigre vit et reste en général dans un périmètre de quelques mètres seulement, l'histoire nous a aussi montré qu'il peut voyager dans les bagages. Le virus du Nil occidental en Amérique est arrivé certainement par les airs. Peut-être que le Zika a conquis l'Amérique du Sud de la même manière. Le virus Zika, c'est un virus qui a été découvert en 1947 en Afrique, qui a circulé en Afrique, en Asie, à bas bruit, jusqu'à l'épidémie en fait, qui a eu lieu en Polynésie française, où ça a commencé à faire un peu du bruit, puis qui est ensuite lié à son émergence en Amérique du Sud, où là on a vu apparaître justement ces fameuses complications neurologiques. Ces complications neurologiques ont placé le Zika sur le devant de la scène et il est devenu essentiel pour la communauté internationale de mieux comprendre le fonctionnement du virus et de bien évaluer les risques pour le fœtus. D'autant plus que le Zika, une fois transmis par le moustique, pourrait être aussi transmis sexuellement. Nous, on a mis en place un registre international dans le but de recenser toutes les patientes enceintes exposées au virus Zika, exposées soit via les voyages, soit via une potentielle transmission sexuelle, c'est-à-dire un partenaire avec lequel elle aurait eu des relations sexuelles non protégées qui a lui-même été exposé ou lui-même infecté. Chez lesquels les patients doivent accepter de participer à ce registre puisqu'on fait on va proposer ensuite des dépistages, des prises de sang et puis ensuite on va établir un suivi échographique. Et ça c'est vraiment dans une idée d'une part de suivre ces femmes, de voir si proposer une prise en charge adéquate, puis de l'autre de mieux comprendre en fait est-ce que c'est intéressant de faire un dépistage aux femmes, à quel moment il faut proposer une échographie, est-ce qu'il faut faire des amyosynthèses, des choses comme ça, et surtout je dirais la question ultime, c'est évaluer le risque au final. Quel est le risque pour ces femmes exposées d'avoir un enfant atteint de ce qu'on appelle un syndrome de Zika congénital. Aucun cas de malformation chez le fœtus en Suisse n'a été constaté à ce jour, mais les recommandations restent importantes. Nous, on recommande, disons, à toutes les femmes enceintes de ne pas voyager dans les pays où il y a un risque de Zika, ce qui est assez large puisque c'est non seulement l'Amérique du Sud, les Caraïbes, mais en fait également l'Asie du Sud-Est, par exemple la Thaïlande, qui est un pays où le virus en fait circule toujours. Donc on leur recommande de ne pas aller dans ces zones. Et puis il y a une autre recommandation, les Américains sont assez drastiques où ils disent que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des enfants, il faudrait attendre 2 mois pour une femme qui s'est rendue dans ces endroits et 6 mois pour les hommes. C'est probablement des choses qui vont évoluer à mesure qu'on arrive un petit peu mieux à évaluer le risque. En étudiant les maladies qu'ils transmettent et en surveillant et contrôlant leur densité, les hommes mettent toutes les chances de leur côté. Depuis le 19e siècle, les recherches nous ont appris que le moustique se déplace peu, qu'il est attiré par le CO2, qu'il déteste certaines odeurs, qu'il aime les couleurs sombres des habits, qu'il s'adapte bien à toutes sortes de situations. Nous savons aussi qu'il est présent en Suisse, que son territoire s'étend, qu'il va arriver à coloniser la plaine du Rhône. Alors les recherches se poursuivent pour limiter les dégâts et pour mieux conseiller les voyageurs.